Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre. Vous vous mettez exactement dans l'ordre qui vous sied. Vous voulez. Et Cécile, c'est à vous. Cécile Bertrand d'Eurodata. Donc pour quelques éléments de mise en perspective. Merci beaucoup. Je vais faire cette présentation en anglais. So I'm really glad to be here to introduce the session. And just before we start, a few words about who we are. Eurodata TV's main assets is to have access to TV ratings in more than 100 territories. So we build a lasting relationship with TV Audience Measurement Institute, and thanks to that, we are the one that can help you to analyze TV, but also now to track full-screen audience, which is, we know it, an increasingly complex subject. We do a lot of in-depth content and programming strategy analysis, and with all the data we have, we do macro views of business situation, and it's what we will talk about right now. So first, I will give you some key figures of international flows. We are here for that. And to introduce the session, I will talk about the context. It's important just to notice that all the results that I will present you come from our NOTA project, NOTA like New on the Air. It's a service which gathers all information about new series launched in almost 50 territories around the world in 3 genres, entertainment, factual, and fiction. And recently also we add kid genre. So, out of the almost 9,000 series which our NOTA service detected in 1 year, 40% were fiction. And among the scripted series, almost a half are acquired program. So 52% were finished program, so buy to be subtitles or dubbing directly. So the question is, where are the opportunity and who are the exporters? Of course, we have some of the greatest buyers and exporters here, but there is also other, and we will see that. So who imports? Here is a typical information we like to share to show the context, and today we do it specially on scripted series. It's a map of the part of imported scripted series among new launches by region. And what we can observe first is that there is a lot of disparities. Indeed, for example, Oceania and Scandinavia are a huge market of importation. But there is also Western Europe, where we can find a lot of US series, as you know, and also regional content, mostly from the UK. It's interesting to talk about Asia because it's really different in this continent. And despite some countries like, for example, Vietnam or Malaysia, which are open to other markets, China or South Korea are completely closed for now. And we can also notice that the rare Asian importations are largely from the same region, so it's a specific continent. And also I would like to add just a few words about Latin America, where we find mostly a program from the same continent, so the Latin America and the United States also. But now a real move is operating, and gradually another country starts to get opportunity. It's Turkey. And we can also add that the number of Turkish imports are practically equal to US ones, so it's really something this year. Now let's talk about exportation. Who sells series?
Not surprisingly, in the nearly 50 countries which we are covering, US is the top exporter of scripted series. It means that new imported series are mostly from the US. And if we have a look on the top scripted series which traveled the most in 2017, we can see that most of them were coming from the US. In this top, 6 out of 8 are coming from the US. Another thing is that the first 2 fiction are both reboots and action series. The first one, Lethal Weapon, is the reboot of the 4 films with Mel Gibson. And 24 Legacy is, of course, the reboot of the franchise 24. So it proves also that the US stays unquestionably leader thanks to its assets, thanks to its scripted series knowledge. Logically, UK content comes just behind. Not just behind, but behind. And it's also thanks to its geographic proximity with strong buyers, because UK content goes first in Europe. And almost a third of United Kingdom exports went to North Europe last year, and mostly in Scandinavia. Of course, due to the language proximity, Ireland broadcasts also an important part of UK fiction. Europe countries are also represented in the top here by Germany. But it's quite new because Germany reached an increase versus a year ago as it was ranked at the 6th position. It could be explained by successful shows abroad, like, for example, the period drama The Same Sky. We saw it before in the top series which traveled. But also by co-productions, multi-country co-production, like, for example, the thrillers Before We Die or Modus, for example. German scripted series are largely exported to Western Europe, not surprisingly also. And this content heads toward its neighbor Austria, of course, because of the language, but also Italy and Portugal. As told before, Germany strengthened its position last year among top exporters, and Italy and Portugal have increased their number of acquisitions from Germany. It can explain this move. In Portugal, for example, in 2017, RTP2 broadcast 8 German new scripted series, mostly for the second part of prime time at 10 p.m. So it was a good programmation, a good scheduling, and with qualitative show, like, for example, the well-known Kudam 56. What is interesting is that Italy, it was quite different. Rai Group has also bought more German content than previously, but the strategy was completely different, and it has been mostly to fill its data grid. So with long-running show, for example, like Das Traumschiff. Now, just let's talk about the 4th country, Turkish. Turkish content travels well, but almost exclusively with scripted series. And distributors like, for example, Canal D and Entermedia are progressively gaining the market, and particularly in Latin America, as we saw before. And now, let's talk about France. French scripted series are also well represented in worldwide, in Europe mostly. And I will end this presentation with that, so I'm glad to end with France. Of course, I could give you more detail, talk about traveling programs and appealing content, but the idea was just to introduce this session, and these great distributors will give you a lot of relevant information about the industry. If you have questions, please do not hesitate. I will be around until tomorrow evening. So have a good day. Thank you very much, Cécile. Maybe some of you will like to comment on these figures, but
maybe basically, and first, you all belong to companies mixing at least production and distribution activities and sometimes broadcasting too. And so nowadays, is that still a sense to have just an independent distribution company? Is that still conceivable in the nowadays, in our world? Maybe Bibiane, if you want to start. Je me demande pourquoi tu commences par moi. En fait, ça dépend ce que veut dire indépendance. En fait, pour expliquer un peu, pour ceux qui ne sauraient pas, Newen est un grand groupe de production et de distribution français. On se dispute la première place avec Christophe Toral et Lagardère. On ne va pas faire les comptes des chiffres aujourd'hui. On est une société de distribution intégrée à la société de production et on sera bientôt 100% intégré à TF1. Donc, on pourrait dire de manière simple qu'on est dépendant de TF1. Ça, c'est la première, je dirais, la chose la plus simple à dire et la plus mathématique. Ensuite, je dirais que capitalistiquement, c'est exact. Je vois quand même beaucoup de distributeurs ou surtout de producteurs dits indépendants qui travaillent à 100% pour un certain nombre de chaînes de télévision. On est surtout sur la distribution, en l'occurrence, des gens qui ne produisent pas par ailleurs. Parce que ça, c'est sur encore un métier plus. Sur la distribution, aujourd'hui, nous avons 6000 heures de programme. Une grande partie de ces heures de programme sont des heures qui ont été produites par le groupe. 20% de ces heures sont de la distribution de produits qui ont été, ou de séries qui ont été produites par des tiers. Ce nombre ne fait qu'augmenter d'année en année. Et aujourd'hui, et c'est certainement un des objets de ce débat, nous allons développer des partenariats, des coproductions avec des partenaires étrangers pour augmenter, bien entendu, le catalogue de Newen Distribution, mais également pour faire des coproductions avec nos différentes sociétés de production, puisqu'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle TF1 a intégré Newen, c'est la nécessité, en tout cas c'est le point de vue de notre groupe, de l'internationalisation dans un monde de plus en plus global avec des acteurs globaux. Donc c'est notre manière de réagir. Donc c'est une question aujourd'hui de stature et de financière, enfin de volume d'activité qui impose en quelque sorte des regroupements à quelques stades de la chaîne. C'est une question de stature financière, c'est surtout de stature financière pour pouvoir s'internationaliser. Je pense qu'aujourd'hui, rester purement local est difficile dans un monde qui devient de plus en plus local. Or, une société de production et de distribution française, fût-elle très importante, a besoin des fonds, par exemple ceux de TF1, d'un grand groupe et d'une grande chaîne de télévision privée pour pouvoir trouver des partenaires internationaux, absolument. Gary, maybe you're exec VP at All3Media. All3Media's mother companies are Liberty and Discovery, both 50-50. That's correct. And about what Viviane just said, the need to enlarge the surface of companies to be able to compete on an international basis. Do you share that? Yes, no, absolutely. I mean, so to give you a bit more background on All3Media, we were set up in 2003 by 3 gentlemen who left ITV. And 2003 was a very important year for us in the UK because legislation meant that producers could retain their international rights along with other rights when they were commissioned by the free-to-air broadcasters. As you say, we are now owned by Discovery and Liberty Global, and the group has grown to something like 30 production companies. So we have production presence in Germany, in the Netherlands, way around the world in New Zealand, but also in Los Angeles, as well as our production companies in London. And then as a sales organization, so I work for All3Media International, the distribution business of the group. We've found in recent years we've expanded significantly. So from having just one office in London for multiple years, we now have a sales office in New York, which is very beneficial for the international co-production business. We run our EMEA sales out of London, and we also have a sales office now in Singapore. So we're finding that the Asian market is also expanding massively for us. So in answer to your question, yes, having presence is very important to us.
In that expansion strategy, what are the priority countries or areas you're looking at or looking for? So, I mean, in terms of funding big drama, you know, there's always the big global streamers that everyone knows, the Netflix, the Amazons, you know, although when you deal with Amazon, they don't have to take every market. But we're looking increasingly at European co-production. It's really about finding the right editorial fit for each project. It's not just about the money. Of course, the money is important to fund the production, but it's about finding the right platform and the right route to market. Christophe, est-ce que sur cette stratégie de développement international que Lagardère Studio a entamée et que tu pourras peut-être commenter sur à la fois les raisons, les basiques et puis les cibles prioritaires. D'ailleurs, est-ce que ça se pense, les cibles en termes de société de production ou en termes de zone? Enfin, est-ce que c'est géographique ou est-ce que c'est en termes de compétences? Moi, je pense en termes de société, je pense en termes de producteurs et je pense en termes d'investissement. Quand on parle de cible, tout de suite on pense acquisition. Moi, je raisonne, la nuance est subtile, mais en termes d'investissement, parce qu'on n'investit pas dans des sociétés, on n'investit pas dans des usines, on investit dans des gens et dans des talents. Et donc, c'est ça qui est vraiment important. Ensuite, évidemment, la présence géographique, la stratégie internationale est quelque chose qu'on a commencé, nous, à travailler depuis maintenant à peu près 4 à 5 ans, avec un premier investissement en Espagne en 2015. Mais évidemment, on avait travaillé sur d'autres sujets un petit peu avant. Et puis, maintenant, on est présent dans les pays nordiques, on est présent aux Pays-Bas et on est présent également en Afrique. Donc, pourquoi cette expansion internationale? Eh bien, justement, pour se donner la possibilité à la fois de bénéficier, il ne faut pas se le cacher, de types de croissance et de types de modèles économiques qui sont un peu différents, de faire circuler des formats et de la créativité entre les pays. Ça, c'est assez fondamental parce que Gary disait, on travaille sur des projets et en effet, il faut que les projets le justifient. Mais plus on a accès à des diffuseurs partenaires, qu'ils soient des diffuseurs free-to-air, pay-TV ou maintenant plateforme, et plus on a l'occasion de travailler sur des projets intéressants et de partager ces projets entre les pays. Et puis, la question de la distribution, évidemment, est importante parce que la présence sur un certain nombre de marchés et un certain nombre de carrefours, évidemment, nous renforce. Quand on est en Espagne et que maintenant on organise notre distribution avec un pied à partir de Madrid qui nous permet aussi de couvrir l'Amérique latine, c'est évidemment, on est plus fort aujourd'hui en Amérique latine qu'on ne l'était avant et ces choses-là vont évoluer. Pour juste parler de la question de l'indépendance, si tu me donnes 2 secondes, d'abord je crois qu'il y a des bons projets partout, il y a des bons projets dans les sociétés intégrées, il y a des bons projets en dehors des sociétés intégrées chez les producteurs indépendants. Maintenant, ce qui est important, pour moi, c'est que la différence, c'est qu'un producteur indépendant travaille de manière équivalente, avec un intérêt égal pour tous les partenaires, pour tous. Quand on est intégré, évidemment, on a un petit penchant pour le groupe dont on fait partie. C'est normal, c'est tout à fait naturel. Nous, on a une philosophie un peu différente. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de prendre des risques créatifs un peu différents, d'attirer pas mal de talents qui vont voir chez nous la possibilité que si un projet n'est pas exactement, ne fit pas avec tel diffuseur, il va peut-être fitter avec tel autre ou avec telle plateforme. Et donc, on aborde la question des talents et des créateurs qui nous rejoignent d'une manière un petit peu différente. Je suis sûr qu'on reviendra sur cet élément un peu plus tard. J'ai déjà vu Viviane qui hochait de la tête. Mais simplement sur J'étais sûr qu'elle allait réagir. C'est fait pour ça. Sur l'aspect aussi, surface et taille critique, en gros, chez Lagardère, la proportion dans les activités de Lagardère Studio entre des programmes qui ont été produits par vos filiales ou celles qu'éventuellement vous prenez en mandat de l'extérieur, c'est quoi? C'est significativement... Ça pense significativement... Bref, c'est quoi? En production ou en distribution? En distribution. Très honnêtement, je n'ai pas un chiffre précis en tête. On est majoritairement
sur des productions internes, des productions qui font partie du catalogue du groupe, mais on représente, et on est d'ailleurs assez compétitif aujourd'hui pour la prise de mandat externe. On a présenté il y a quelques semaines à Cannes, je précise au MIP TV, on a présenté une série finlandaise que nous n'avons d'ailleurs pas produite dans notre filiale finlandaise qui s'appelle Arctic Circle, dont on parle beaucoup, qui est une coproduction entre la Finlande et l'Allemagne. Et donc c'est un mandat, et c'est parce qu'on a eu la possibilité de se positionner, nous, vis-à-vis de ce producteur qu'on connaissait historiquement, qu'on a pu avoir ce mandat. Et on travaille toujours sur des mandats tiers. C'est, je dirais, plutôt minoritaire, mais pas une petite minorité, c'est une grosse minorité. Micro. Yeah, we used to say that content is king, but distribution is a key issue for success. You have produced Casa de Papel, and this series has been set out on a TV, Spanish TV, Antena 3, but for having a global success, it has been set out on Netflix. So do you think that a digital platform like Netflix is a key issue for success? Briefly, I represent A3 Media Studios. A3 Media is a leading media group in Spain, and as you were mentioning, we've worked very closely with the network with Antena 3, who launched Casa de Papel. But in general, we decided, since our product is becoming high, the demand is going higher and higher, we decided to launch A3 Media Studios, which I represent here, and our goal is to produce for third parties or to be involved in co-productions. Okay, so that's what A3 Media Studios is. Is distribution key, is Netflix key in becoming a worldwide successful? Success, yes. You know, obviously, the show that you mentioned, Casa de Papel, within our strategy, what we always do is every year we try to produce 1 or 2 shows where we don't depend that much on how are they going to perform in terms of audience, but it's more a branding show, you know, that makes evolve the A3 Media brand, and we take risk, and we've done it with several shows, like 1, 2 shows every year. The show performed very well on the same age group, you know, that then made it a huge hit in Netflix. So it performed that well in the TV, but it wasn't we were very happy with the product, but it wasn't the big hit that became later. I think we studied very much the Google trends, the Google trend curves on how it performed, and comparing to other Netflix shows, you know, it's a show that really found its audience organically. You know, so I think it's very interesting that it kind of did it on its own, and then obviously it was pushed by Netflix. I think it's key to have that distribution, you know, to have that. Netflix was key. At the same time, we're sometimes pressed, you know, we're on making dependent, you know, the possibility to make our shows depending on if Netflix is involved or not. So we're trying to study, and that's why A3 Media Studios is important, you know, to see the difference since our product is set in such high demand, you know, to study different ways to approach and make that international hit, you know. I think what it helped very much, the Netflix, or most of our shows have been in Netflix, is that it made Latin American audiences, you know, to be used to our shows, you know. That's where it really helped. That I think can be key for the future. If we can state just a second more on Casa del Papel case, it's difficult to understand from a French point of view to see that Antena 3 has produced 2 seasons. Yes. It's an amazing success worldwide. And the third one is produced by Netflix just on its own, which means you have sold them the format. How can you explain? Why did you renounce to such a big success? Yeah, no, it's part of the strategy that, you know, we were following, and also it leads with the same thing why we created A3 Media Studios. Most of the VODs or the platforms that started producing content, original content in Spain, you know, kind of follow a little bit our trend, like Chicas, the Cable Girls, you know, that was the first
the first Netflix show follow a little bit the trend that we've done with Velvet, you know. Then we had Movistar wanted to do Velvet, and we sold the license for Velvet. Then Fox, for example, is co-producing us doing Vis-a-Vis. That was a prior success. So what we had been doing in the past is selling the license, you know, and then another broadcaster or another VOD could produce it. So that's the strategy we follow with Casa de Papel. You know, we sold the license and didn't get involved in that third season, but it's the main reason that also made us think of making the movement, or made the company think of making the movement to Atresmedia Studios, you know. So in the future, something like that arise, would be involved in future productions. Did I explain? Yeah. So it's more like the strategy we follow. I think it's switch and will continue in a different way from now on. Do you regret? I do, I think, but I think it's also timing, you know, and I think sometimes you start at the time you feel like you're going to do it. It benefits us very much the fact that Casa de Papel was such a huge hit internationally, you know, and now everyone knows it. So at the same time that we were launching Atresmedia Studios. And just to add one figure to those quoted by Cécile, here in France, we're running, my company, we're running a daily survey of consumption on SVOD platforms. And it's been 2-3 weeks that our Casa del Papel is highly the number one, with nearly 8 or 9% of the consumption of series weekly. Yeah, it's just to insist a bit on why you. That's what I was referring. You know, we did this study on the Google Trends that I think it's as objective as you can be, and we really saw the curves that every show that Netflix had performed in terms of Google search, and this really was typically they release a show and it's the first weekend, you know, that goes up, and this was really a word mouth-to-mouth phenomenon, you know. Okay. But maybe to come back to the previous discussion about the relation between producers, broadcasters, independent companies, and so on. You're subsidiary of RTL Group, more broadly speaking. So how do you organize your relations with Antena 3, other RTL Group channels, and other third-part channels? The way we set up Atresmedia Studios is an independent company. It has an independent line of business, you know. So the goal is that we shouldn't depend on the network to be able to create or produce. In fact, the first series that we're doing is going to be for Movistar, that we're starting next week, and that's we're producing for a third party, delivering to Movistar. The way we organize is we have an editorial director, that is the director of drama, that is Sonia Martinez, you know, that she's part of the Atresmedia Studios, she's the editorial director of Atresmedia Studios. That way she knows about what we're doing and what the network is doing, and allow us to exchange that information. But we're completely independent, you know, from the TV. The good thing it has is that in some cases we could involve the network if the network is interested in one of our projects, but we don't necessarily need the network to be a part of us. Okay. And in the other way, don't the channel or more broadly your group doesn't ask for a first right refusal or a first look on your I would project? say, I mean, we've been on this for 3-4 months, you know, we started in January. Right now we're organizing how to do it, but so far we're not doing we haven't done a first look deal or something like that. There's, based on information, you know, there's a lot of transparency and we know each other very well. I've worked on the TV for a long time. So far it's more, are you interested in this project? In one of them we know already they're going to be involved, but it wasn't like, you know, they want to have a first look on everything. Bien, tout à l'heure, oui, je voudrais répondre à la fois à ce que dit mon voisin et à ce que dit Christophe. L'intégration capitalistique ne veut pas dire intégration éditoriale. Tout d'abord, on est protégé, je vais commencer par ça, comme ça ce sera éliminé par
par des règlements, d'abord de l'autorité de la concurrence, premièrement. Deuxièmement, par, je dirais, les quotas de dépendance et d'indépendance qui font que on ne peut produire qu'un certain nombre d'heures pour la société qui nous détient. Donc, je dirais, il y a une certaine, entre guillemets, protection réglementaire. Mais je vais éliminer ça parce que c'est pas ça le plus important. Il est essentiel pour une société de production et de distribution qui en découle, d'être autonome. C'est ce que TF1 nous garantit, parce que notre métier, c'est une affaire de talent, d'auteurs, de réalisateurs, de comédiens, de producteurs, comme nous avons à la maison, et que il est important que ces talents soient diversifiés, soit qu'on ne travaille pas avec les mêmes auteurs pour une chaîne comme Arte, pour TF1 ou pour France Télévisions. Donc l'autonomie est très importante pour la production et pour la distribution. Je dirais que l'intégration verticale, elle sert, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'internationalisation, pour lequel nous avons besoin de moyens. Et je voulais dire d'ailleurs, c'est un exemple que certains d'entre vous connaissent, les États-Unis ont bien connu ça. Enfin, je crois que c'est... Tout le monde le sait, aux États-Unis aujourd'hui, les studios américains, même s'ils sont intégrés à des networks, ils travaillent pour tous les autres networks, en Angleterre aussi. Mais je voulais citer les États-Unis parce qu'à un moment, les studios américains n'ont plus pu travailler que pour le network dont ils dépendaient. Et très vite, tout le monde est revenu sur cette réglementation pour pouvoir permettre la concurrence éditoriale et avoir les meilleurs produits. Dans un moment où les chaînes de télévision linéaires ont des difficultés à cause du changement des modes de consommation, on en parle depuis tout à l'heure de toutes les plateformes, il est véritablement important que ces chaînes puissent avoir accès aux meilleurs produits, donc quelle que soit la société de production. Sur l'aspect internationalisation, vous aviez, le Newen avait monté il y a plusieurs années déjà le Newen Network. Absolument. Avec d'autres distributeurs. Bon, est-ce que ça persiste? Ouais, ça persiste, ça doit être prolongé, notamment dans le secteur de la fiction qui nous rassemble aujourd'hui. L'année dernière, ça nous a permis, par exemple, d'adapter et en France et en Allemagne une série québécoise qui s'appelle Like Moi, qui est un programme court, qui est un véritable succès international. Et donc Newen Network, j'aurais dû commencer par là, est en fait un groupement de plusieurs distributeurs et de sociétés de production dans plusieurs pays internationaux, que ce soit le Québec, que ce soit l'Allemagne avec Bavaria, voilà, et l'Espagne récemment, mais on est en train de chercher un nouveau partenaire en Espagne. C'est grâce à ce groupement de producteurs et de distributeurs qu'on a fait qu'on est en train de tourner notre première coproduction avec Amazon. Nous assurons la production exécutive d'une coproduction qui est née dans ce groupement entre Bavaria, Newen et comme diffuseur Deutsche Telekom en Allemagne et Amazon France. Donc grâce à des réflexions sur qu'est-ce que c'est qu'une coproduction internationale, voilà, on a fait Deutschland qui sera la première coproduction française d'Amazon. Et donc, c'est plus côté production finalement que distribution, ou est-ce que dans Newen Network c'est plus côté production, mais rien n'empêche que l'on le développe plus tard sur la distribution. Aujourd'hui, c'est essentiellement un groupement de production. Mais plus globalement, est-ce que l'évolution du métier de distributeur, il n'est pas à être de plus en plus en amont des projets pour garantir des financements plus ambitieux grâce en apportant des MG sur des mandats internationaux ou autres. Absolument. Et ça, c'est une question peut-être pour vous quatre. Je vais commencer, puis après, je pense que tout le monde vit un peu la même chose. Aujourd'hui, la distribution est de plus en plus importante dans la chaîne des valeurs. Je distinguerai 3 cas. Il y a le premier cas qui sont qu'une société de distribution doit avoir un catalogue de plus en plus important, vu la demande dont vous avez parlé de plus en plus grande, et la possibilité de distribuer à l'international. Donc les sociétés de distribution interviennent de plus en plus en amont sur des projets qui peuvent être purement internationaux. C'est le cas aujourd'hui de Newen Distribution avec des projets en Europe du Nord, en Angleterre. Voilà, ça c'est, je dirais, la première chose, c'est donner des gap financing
très en amont sur des produits et parfois dès le démarrage sur une idée. Ensuite, il y a les grands projets d'envergure, les grandes coproductions internationales. Il est clair qu'une série comme Versailles, produite par Capa, n'aurait pas pu se faire et se produire si on n'avait pas eu une société de distribution qui est Banijay Rights à nos côtés. Donc, mettre dès le départ la distribution sur des grands projets d'envergure est aujourd'hui une nécessité. Et le troisième point, et là je dirais qu'en France en tout cas, et en tout cas chez nous c'est un début, c'est qu'aujourd'hui le lancement d'un certain nombre de programmes sont quand même une chose qui lie très fort les éditeurs et les producteurs, et que la troisième voie, qui est celui de la distribution, n'intervient pas nécessairement sur les projets locaux en France, mais vu les problèmes de plus en plus importants de financement des programmes en France, la possibilité de distribution à l'international d'un format est regardée dès le départ. Par exemple, Candice Renoir, qui est une série qui est produite par Tele France, est aujourd'hui vendue dans plus de 60 pays. Et donc, c'est une série très importante pour Newen Distribution. Ce qui veut dire que les responsables de vos activités de distribution sont aussi impliqués en amont au moment de la décision de lancer, enfin de passer de l'écriture à la production, et que si... Non, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Une série commandée par une chaîne française ne se lancera même si on n'a pas un intérêt de la distribution. Peut-être qu'un jour... C'est suffisamment bien financé encore en France. Voilà, mais aujourd'hui, la distribution ne peut pas bloquer une commande faite par une chaîne française. Il faut dire que dans ce monde global, le local reste très important. Une bonne série française peut se vendre à l'international. Par exemple, Candice Renoir est une série qui était 100% française et qui se vend merveilleusement à l'international. Et rien n'est plus local qu'une série comme Candice Renoir. Donc, il ne faut pas vouloir tout internationaliser dès le départ. Cécile, est-ce que vous avez par hasard en tête les séries françaises, vous disiez 75 tout à l'heure, qui circulent le plus à l'international? Avec un micro. Alors, effectivement, Candice Renoir est un bon exemple. Il y a eu aussi sur TF1 ou sur M6 de bons exemples. Je pense aussi effectivement qu'il y a une forte part de localité en France, parce qu'en France, comme en Allemagne, il y a une vraie culture pour les séries locales, mais on voit des séries comme par exemple Glacé, qui avait été tournée pour être diffusée sur M6, qui ont vraiment une dimension plus internationale. Et on voit ce qui est intéressant, on a moins parlé aussi ici, beaucoup de coproduction multi-pays. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure avec des exemples allemands comme de Before We Die. On a aussi l'exemple en factuel comme Blue Planet 2 qui avait été une très grande série produite avec la France, l'Allemagne. Effectivement, on a de plus en plus justement d'exemples de coproduction multi-pays, et c'est surtout ça qu'il faut noter aujourd'hui. C'est aussi une facilité pour aller à l'international. Merci. J'aurais une question pour Christophe Toral. Finalement, dans le métier de la distribution, et les cadres pourraient y répondre aussi, financièrement parlant, qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est de vendre à différents pays, soi-même, ou de confier une distribution à une grande plateforme comme Amazon ou Netflix? Qu'est-ce qui est le plus rentable? Moi, je ne sais pas faire une réponse unique à cette question parce que ça dépend des projets. Il y a des projets qui ont un véritable potentiel mondial et qui pourront trouver un écho chez des clients individuellement, territoire par territoire. Et si on prend la peine de faire ce travail qui est assez long, sans doute qu'au final, on aura un meilleur, entre guillemets, retour sur investissement. L'avantage des plateformes est qu'on fait d'un coup un seul deal qui sans doute ne représente pas l'équivalent de la somme de tous les pays possibles pour une série qui a ce potentiel-là, mais à l'avantage de faire une espèce de forfait global. Maintenant, il ne faut pas se dire que parce qu'on fait une seule vente, c'est beaucoup plus facile, parce qu'aujourd'hui, Netflix, comme on le sait tous, est présent dans je ne sais plus combien de 180 pays, 190 pays. Il demande un certain nombre de versions, et donc quand on vend une série à Netflix,
il faut qu'on se charge aussi de faire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de versions. Et donc, il y a un travail logistique à côté de cette vente qui est non négligeable. Donc, voilà, c'est un peu projet par projet qu'on fait le raisonnement. Il faut aussi se dire que parfois, ça a vraiment du sens de vendre à une grande plateforme, parce qu'il y a Netflix, mais il y en a d'autres. Et il faut se garder aussi d'assécher le marché en vendant tout à Netflix ou à Amazon. Il est aussi important que d'autres types de canaux et de voies vers le public soient aussi alimentés en bons projets. Donc c'est le travail du bon distributeur que de ménager les différents éléments du marché pour que chacun ait une existence pérenne, parce qu'on n'est pas là juste pour faire un coup, on est là pour le long terme et pour travailler ces marchés à long terme. Okay. Gary Wolf, same question. Is it more profitable to sell by yourself or to sell to a digital platform like Amazon or Netflix? Yeah, sure. I mean, I think also just to pick up on a few points so far, I think the role of the distributor is changing significantly. We're very proud to be a distributor, but I think it's an evolved model, and so we are getting involved in productions at a much earlier stage. Getting involved in the funding of those productions, which plays to your question, is very much a part of what we're doing. The dramas now are so expensive to produce. You know, we're often involved now in script development financing. So later this year on ITV, the UK's leading commercial broadcaster, there will be a new series from Jack and Harry Williams, Two Brothers Pictures, called White Dragon. And that came to us a couple of years ago before All3Media invested in their company. And they really needed funding for script development. So that's not something a normal, regular distributor would do, but it's something that we very much do. We've done the same in comedy, so we now have a comedy development fund, and we have been funding pilots and script development. And now we have 2 or 3 of those shows coming to air with Channel 4 and with E4 in the UK. But I think what this means is that as a distributor, we're no longer at the end of that pipe waiting for content to come when it's ready. We're at the beginning of that pipe, and we're working with the producers to understand the consumer. We now have a consumer panel of 2,000 viewers across the UK, so we can really understand what the viewer wants to see and where they are likely to go to watch it. So we're looking at it from a viewing point of view, but we're also looking at it, of course, from a financial point of view. And you're right, there are shows where it makes the most sense to go and do a global deal with a Netflix. There's other shows where it makes sense either from an editorial sensitivity, or because a global deal isn't the sum of all markets, to try and do that by piecing together other co-production routes. But I think the days of the show being locked and then coming to us are gone. I think I'm not saying that the distribution, the production dog is being sort of wagged by the distribution tail. Obviously, the creativity has to sit with production. But as distributors, our model is evolving significantly, and we are getting involved very, very early in those conversations. In my opinion, that's key, to really work with a distributor that adds to the editorial line. It's an added value that we really look forward. In our case, we work on a project-per-project basis, with distributors, and finding that editorial sensibility, it's key. Maybe je voulais ajouter quelque chose qui est peut-être dans la ligne de ce qui était dit avant sur le côté les séries françaises versus les séries internationales ou qui ont un potentiel international. En fait, je crois qu'on est en train, en progressant, parce que la France a énormément progressé éditorialement sur les séries, on est en train de s'éloigner de cette distinction de séries qui sont purement françaises et de séries qui sont vraiment faites pour le marché international. Aujourd'hui, il y a beaucoup et de plus en plus d'exemples de séries françaises qui s'exportent très bien. Et peut-être ce que nous, on fait dans la partie distribution, c'est en effet qu'on est associé très tôt au projet de la maison, mais aussi au projet d'autres partenaires tiers. Ça permet peut-être de mettre ici ou là un petit élément, un petit ingrédient qui fait que sur le marché international, ça trouvera un peu plus d'écho. Mais ça ne change pas fondamentalement la série, c'est juste mettre la petite pincée de sel qui va bien. One example that, and I apologize for Nacho and Gary, since maybe you don't know this, sorry, but what about Captain Marlowe? Do you really, on one side, it makes 8 million viewers
on French TV, but do you really think it has an international potential? C'est une question piège. Nous ne sommes pas les producteurs Non, mais de Capitaine Marlowe. C'est en effet extrêmement français, c'est extrêmement fait pour le public de France 3, mais moi je me garderais bien de me mettre à la place de téléspectateurs allemands, italiens ou d'autres pays. Fondamentalement, j'en sais rien. Je sais que si on m'avait proposé, pour ma casquette distribution, de mettre un gros MG sur Capitaine Marlowe, pour l'international, je ne l'aurais probablement pas mis. Je partage. Je me permets juste d'intervenir une seconde là-dessus. Étonnamment, justement, des téléfilms et des séries type Capitaine Marlowe, La Loi 2, sont des formats qui voyagent plutôt bien en Europe. Il y a un vrai marché pour ce type de programme qu'on trouve très français, mais voilà, qui remplit aussi des grilles ailleurs en Europe. et sur quelle chaîne et dans quel pays? Alors effectivement, ça va être souvent, je parle des programmes de France 3, ça va être souvent des groupes publics. On a vu tout à l'heure l'exemple en Allemagne avec RTP2 et RAI. Voilà, ce sont effectivement des programmes qui vont aller plus facilement sur des chaînes publiques, sur des chaînes qui ont un public ressemblant. Mais voilà, il y a un vrai public. Et des pays francophones ou pas? Pas Capitaine Marlowe, est-ce que ça peut se vendre Pas dans un nécessairement, justement, effectivement, il y a une culture européenne de manière générale. Moi, je voudrais donner un exemple qui n'a rien de francophone et qui est plutôt un exemple espagnol. Nous produisons, avec notre filiale Boomerang, nous produisons pour le groupe Antena 13 une série quotidienne qui s'appelle El Secreto de Puente Viejo. Cette série, qui est une série quotidienne, qui existe depuis plus de 4 ans, 5 ans peut-être en Espagne, qui est diffusée, c'est une série d'après-midi, se vend extrêmement bien en Italie. Et les Italiens achètent autant qu'on peut en produire. Et donc c'est une expérience. Pourtant c'est une série en costume, espagnol, purement dans un environnement espagnol, et je pense que Nacho la connaît bien. Et cette série marche extrêmement bien en Italie. Franchement, on ne l'aurait pas parié. Donc, Ouais, c'est vrai que nous produisons, Tele France produit pour TF1 Demain nous appartient, qui est un soap quotidien. Et quand on l'a lancé, on n'aurait jamais imaginé faire, même si on l'espérait, et si la distribution l'espérait, faire des ventes à l'international. Le soap a été acheté par Fox en Italie très rapidement après le lancement. Donc je pense qu'il y a un tel besoin de programmes partout à l'international que même un soap comme DNA, qui est quand même très ancré dans la ville de Sète, donc en France, a une possibilité de distribution à l'international. Nacho, about le secreto de... El Secreto de Puente Viejo. It's a daily soap, you know. I think the key for that was a very universal story, and that was even longer than that. I think it's 8 years ago that we released El Secreto. So it's that it wasn't most of the daily shows, you know, were coming from Latin America. Turkey wasn't that strong then, so it's a period piece. So the production values, a universal story, made Meghan made a star and she's a star in Italy, you know, and it's Mediaset, in fact, who bought it, you know, and they use it. They used to have it as a daily show and two primetime nights per week, right? If I'm correct. So they found a universal story, David, and worked perfectly. Maybe to come back a moment on the relation with the platform Netflix and Amazon specifically. It's sometimes difficult to understand when you see originals Netflix, if it's something that Netflix really produced, or if it's a program it just bought ready-made, but on territory which were not yet sold. And maybe a mix or both. Does it just give a minimum guarantee before the production is ended? How do you work on this specific aspect with Netflix? Gary?
So, I mean, for us, you know, when we're working with those streamers, we will take our producers out to Los Angeles and we will speak to all of the players in the market, whether it's pay TV, whether it's Netflix, whether it's Amazon. I think what's important for us is, firstly, what the funding deficit is, how much money is required. Most of the time we're going to those markets with something that already has a UK commission attached. I mean, not exclusively, we are doing some co-commissioning now, but traditionally there would be an amount of money from a UK broadcaster. And then it's understanding, it's understanding the economics of the production, but it's also understanding where a show is going to make an impact. I mean, you know, certainly for a platform like Netflix, it's very heavily genre-driven, it's a bit edgier than what we might be able to sell to broadcasters around the world. So we sort of have to balance that, because I think when you have a platform that's launching so many dramas, certainly in a world where there is so much production, it's really important that you find a home where your show is going to continue to drive an audience and continue to return. There's no point in having a show that's sort of hidden away somewhere. I think what we're also starting to see as an industry, which you know, comes back to whether something is an original or not, is this whole thing that a platform wants to feel ownership of your brand for a period of time. So we're moving away from a world where we were sort of windowing content right by right, you know, whether it's video on demand or whether it's EST, you know, the iTunes, or whether it's the TV right, to actually a single brand controlling that program for a period of time. And then another you know, media player might have it for the next period of time. So it becomes a sort of destination, a sort of wraparound distribution. And that's certainly how we see the world evolving at the moment. For us, the way we work with Netflix up until now, we haven't had the experience yet with Atresmedia Studios. With Atresmedia Studios, we could either produce originals for them, or we could co-produce. The way we work with Antenna on my previous job, and something like La Casa de Papel, is something that we produce completely, the network would produce it, and it's part of the international sales. At what time did you sell Casa del Papel? It was already, you have already approved the project and launched the production, or you were still in the period arranging the funding? You mean when they came on board? Yeah. It was a sale, you know, so they came on board once the production was approved, but I think it was before getting into production. Yeah. Okay, but anyway, you already knew you will. Yeah. For us, we didn't count on that. It's more part of a sale of the project, you know, that we already financed and we're planning on launching anyway. And artistically speaking, is it a frustration sometimes for you all to see in various countries the boom original of Netflix on a program that you produced? I think it comes down to the percentage of budget going in. To be honest, you know, ultimately we are in a world where money talks. I think it's very important to respect your commissioning broadcaster. So when we do these deals in the UK, then those programs cannot be a Netflix original in the UK. So I'm trying to say at the moment Requiem is a recent title for us on BBC One, and that is absolutely a BBC One original. But you look at the percentage of budget coming from Netflix, and I'm not at liberty to say what that would be, but you know, they're certainly matching what a commissioning broadcaster would pay. And so I can understand the desire to label that. Economics talk a lot. Et si je peux me permettre, quand on produit par exemple pour Canal+, on a un gros logo création originale Canal+ juste avant la série. Donc, c'est pas faux. Voilà. Mr. Wolf or Mr. Gouache, what do you think about the new European settlement? Would like to impose a minimum of 30% of European content on a digital platform. Is it a huge opportunity for European producer like you? For us, obviously, it would be a very good opportunity, you know. And I think it makes sense. They're becoming such a huge part of the audiovisual community. It could make sense and would be a good opportunity. Yes. Yeah, same. Okay.
in fact, when you look at what they have in their library, they have 30% already. Already? Yes, they do. So the question is not about the percentage of the library, it's about the exposure. The exposure. How do they expose in European? Okay. And about, to come back to Captain Marlowe, but with a broader approach, isn't it a problem if you have a sort of bipolarization in funding of the production between audiovisual public groups on one side and fully private companies such as Netflix demanding for very international series or programs, etc. Won't the market be a bit split in two parts, two segments? And I don't know if it's the same in Spain with TVE or in the UK with the BBC. That kind of traditional production on one side, and traditional local production on one side, and totally internationally oriented on the other one. Personnellement, je ne trouve pas que ça soit un problème. Je considère que c'est presque plutôt une opportunité parce que le fait de produire des séries qu'on va qualifier de plutôt destinées à un public français, donc pour les broadcasters que sont de TF1 à M6 et le service public, est une bonne chose. Ce segment existe, il continue à exister, et on a maintenant de nouveaux partenaires possibles qui, eux, cherchent des séries françaises également, ou espagnoles, ou nordiques, mais qui vont peut-être être vraiment un peu plus écrites pour un public international et voyager peut-être de manière plus naturelle. Pour moi, c'est une opportunité de marché. Et ça, c'est une vraie opportunité parce que je pense que les plateformes vont nous permettre de faire des coproductions avec un véritablement organique, c'est-à-dire que les plateformes nous permettent de faire des séries de genre. Et sur les genres, on ne se demande plus si le médecin doit être français, allemand, si ça se passe à Paris, à Berlin ou à Stockholm. On a la possibilité d'avoir des véritables coproductions organiquement réelles et crédibles, c'est le mot que je cherchais. Voilà, donc je pense que c'est aussi une opportunité de coproductions qui ne seront pas artificielles comme certaines des coproductions européennes qu'on a dû tous faire ou qu'on a tous connues. Voilà, ce que j'appelle et ce que nous appelons tous d'ailleurs un peu de l'europudding de la production internationale. Donc ça, je pense que c'est une véritable opportunité. C'est une véritable opportunité qui peut exister à côté des productions, comme le dit Christophe, que l'on fait pour les chaînes françaises, avec parfois un côté très local et très important pour nos créateurs. Tous les créateurs que nous avons en France n'ont pas nécessairement envie de travailler de manière internationale pour des plateformes, ni l'envie, ni le goût, ni peut-être même le talent, qui était un talent particulier. We haven't yet mentioned Facebook, YouTube, Google, and Apple, which is nearly a performance in a discussion about digital matters. But do you see them as potential rating partners? Is it still very limited? Some of them have made an announcement about $1 billion investment for Apple, or nearly 1 billion or 2, I don't remember, for Facebook, etc. But you, on your side, do you already see them and work with them? For example, at Tres Media Studios, we made the decision to focus very much on the Spanish-speaking market, to really position ourselves in Spanish, I would say, Spanish product, And for example, Apple recently made a hire and they want to have a strategy in Latin America, so we want to work with them, obviously. So it's one of the ones that you mentioned that are active on the side where we want to be is Apple, and we're looking forward to working with them. I think, like you were saying, you can make many co-productions in many ways, so it's time to explore it and to get things going. From the ones you mentioned, I think Apple is the most active now in series drama where we want to be. But how will they work with this program? Apple, as an example, they don't have a significant video platform, so that they don't have the channel to push the video. I assume they will. Yeah. Okay.
I don't think that's a problem for such, big players. If they want to be on that, they'll build it, and they obviously have their captive audience, either through iTunes, so they have ways to reach audience, and it's more a technical problem than if they're willing to invest in content, which they're doing already heavily in English speaking, they'll find a way to get to their audience. But I also think creatively that they're all opportunities, of course, but it's finding the right content for that platform. The content for Facebook Watch is going to be very different, actually, even from content for YouTube. It's a very different community, and different again from what Apple are trying to do with long-form SVOD. So it's great to have aspirations to work with all these players, but it's actually understanding whether your projects and your slate actually fit all of those players. Christophe ou Bibiane, vous avez déjà des contacts avec eux Bon, on a des contacts. Je pense que c'est d'ailleurs la possibilité de faire des programmes différents, peut-être des programmes avec un nouveau type de talent, avec des talents qui ont une écriture un peu plus digitale et qui seront d'ailleurs peut-être les grands talents des grandes séries de coproduction internationale. Donc je crois que toutes ces opportunités, on doit les saisir, les regarder. On n'a rien de concret aujourd'hui, mais on a des contacts avec eux. Et, oui, on rencontre toutes ces plateformes de manière extrêmement régulière, mais ils sont à des niveaux de maturité ou d'analyse de ce qu'ils veulent faire qui sont finalement assez différents. Moi, j'ai parlé à des gens qui ont travaillé avec Facebook, qui disent Facebook, ils vont un peu dans tous les sens. C'est-à-dire sur un programme donné et commandé, il faut refaire 12 fois le programme parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout sûrs de ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas encore totalement compris ce que c'est que de faire un programme qu'on va mettre entre guillemets audiovisuel. Donc il faut tester beaucoup de choses. Là où probablement, moi quand j'ai rencontré YouTube Red, ce sont des gens qui sont assez précis sur ce qu'ils veulent. En tout cas sur ce qu'ils veulent aux États-Unis, je crois aussi sur ce qu'ils veulent en Europe, ils sont assez précis. Maintenant, il va falloir rentrer en production, tout ça est relativement neuf. Apple ne fait que des coûts très très coûteux, puisqu'ils dépensent vraiment des sommes assez colossales. Amazon a encore un autre modèle, et en effet, ce sont des gens qui ont chacun leur propre raisonnement et qui essayent de trouver le bon positionnement sur le marché. Et on va immanquablement travailler avec peut-être pas tous ceux-là, mais la plupart d'entre eux, le moment venu. Ils sont quand même encore très, en tout cas pour YouTube, Apple et Facebook, très, très focalisés sur les États-Unis. Et en tout cas, est-ce qu'à la fin, c'est pas un peu le triomphe de la télé, de la télévision, au sens où il y a 2, 3, 4 ans, on parlait beaucoup de programmes transmédia, produits uniquement pour les plateformes digitales, souvent d'ailleurs dans des écritures plus courtes et autres. Et finalement, à la fin, je voyais l'an dernier pas loin de 500 séries produites ou lancées aux États-Unis, des volumes en France qui, à l'autre extrémité du spectre, je crois 13 heures de programmes dits transmédia, enfin dans le bilan annuel du CNC. À la fin, encore une fois, est-ce que ce n'est pas le triomphe finalement des histoires racontées de manière assez traditionnelle, plus que de la recherche absolue de nouveaux formats ? Mais je pense que par rapport à ces séries qui ont été lancées en digital, je pense que la technologie les a déplacées. Aujourd'hui, des plateformes comme Netflix ou Amazon envisagent la possibilité de regarder leurs programmes en vertical sur des téléphones. Donc la technologie les a déplacés. Si on veut regarder Casa del Papel et regarder que 10 minutes, il suffit de mettre pause et quand on rallume son portable, on verra la suite. Donc je dirais que la technologie a un peu rattrapé ces 10 fois 10 minutes qui étaient un format court digital, mais que l'on peut appliquer à n'importe quelle série d'1 heure, sur n'importe quel mode de diffusion. Donc, moi, je crois que la force de l'histoire prime complètement le format. Je vais vous raconter une petite anecdote hyper personnelle. Moi, j'ai appris l'existence de Casa de Papel, non pas parce que mes amis de Boomerang en Espagne m'en ont parlé, mais parce que mon fils de 13 ans m'en a parlé. Et on pourrait penser qu'il passe son temps, enfin pas trop quand même, sur YouTube et des plateformes. Et en réalité, oui, il passe sur une plateforme qui est Netflix, mais il regardait des épisodes de 50 minutes aussi.
À l'inverse, enfin, en tout cas, même si aujourd'hui la consommation se fait sur le mobile, tous les studios spécialisés dans les formats courts qui étaient supposés dédiés au mobile, que ce soit Studio Plus en France, que ce soit M90 et autres aux États-Unis, que ce soit Black Pills, ils sont tous, enfin, ils n'ont pas trouvé le modèle ni de consommation peut-être, et en tout cas pas économique, pour faire vivre des offres focalisées sur la fiction de 10 minutes, quoi. Mais c'est aussi une question de device, parce que Studio Plus et Black Pills étaient très focalisés, eux, sur le mobile, sur la consommation exclusivement mobile. Nacho or Gary? No, I mean, all I would add is, you know, on these sort of YouTube, Facebook type of platforms, it's really about appealing to a community, and it's another way of surfacing content. I mean, something that's quite front of my mind on all these platforms is how you drive people to watch your shows. And that is at the heart of any distribution, is finding the right audience. So certainly with Facebook Watch, it is about having a big enough community on Facebook, whether that's as a brand or as a particular program, to actually drive that viewership. That's our sort of take on it at the moment. Ok, il est 11h moins le quart, 10h45. Et donc, le problème de circulation, ça n'est pas simplement pour les programmes, puisqu'on m'a indiqué qu'on a 2 des intervenants de la session suivante qui sont encore bloqués dans le train. C'est aussi ça, la circulation. Donc, je vous propose peut-être les uns les autres de partager une dernière pensée, si vous le souhaitez. Et puis, on fera une petite pause et on reprendra aux alentours de 11h, 11h05, je pense. Peut-être Gary, your last word. If you want to share with us your last word. My last word. I mean, I think in all of this, the role of the distributor is changing. It's no longer about production over here and distribution over here. We're sort of meeting in the middle. We're having to cash flow more production, certainly as we're piecing together more partnerships. We now do a raft of deals, which can be anything from the traditional deal that a distributor would always do, which is, you know, I can sell 5 hours of drama to France Télévisions, right the way through to co-production, to pre-sale, all the way through now to co-commissioning. So this year we're co-commissioning a series with Acorn TV. So I think the world where the distributor sort of sits at the end of a long cycle and then sells a show has long gone away. I think we're looking at an evolved distribution model. We're quite proud to be distributors. I know, you know, people are sort of positioning themselves in the market, but we're proud to position ourselves as an evolving distributor. And I think what we'll also see as part of all of this change and as part of everyone's investment is an increase in this sort of destination distribution, where, you know, a Sky or a Canal Plus will want all the rights around a show, but for a limited period of time. That's where we see the market moving at the moment. Christophe? Oui, évidemment, je crois que les distributeurs, mais aussi les producteurs, l'écosystème général de l'audiovisuel, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, est face à de fortes turbulences. Et une fois qu'on a dit ça, je crois que ce qui est important, c'est que la demande globale de contenu préexistant ou de nouveaux contenus n'a jamais été aussi forte, et que pour des gens qui sont dans le contenu, c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que nous soyons, nous, très à l'écoute, très agiles sur les modèles qu'on met en place, qui peuvent être des modèles multiples. Je crois qu'on va sortir de la production d'une fiction, c'est systématiquement X% le diffuseur, plus pour le cas français, le CNC, le crédit d'impôt. Ce sont des choses qui nécessairement doivent évoluer ensemble. Dans les différents partenaires de cet écosystème doivent être pragmatiques pour le faire évoluer, et qu'il y aura plusieurs façons de produire et de distribuer qui vont coexister. Il n'y en a pas qu'une seule qui va perdurer. Et la dernière chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier que ce que nous faisons, c'est d'essayer tous
d'avoir des bons projets, d'avoir des fictions et des séries qui soient passionnantes pour le public, et que c'est ça qui fait notre force, et que c'est par ce biais-là que nous serons plus forts demain. Si on n'a pas le bon contenu, tout le reste, c'est vraiment que de la littérature. For me, quick thought, although we're very focused on, like I said, on Spanish-speaking Latin America, we proved that some of our products work well in France, some of French products work well in Spain, so hopefully with these partners we can find a way to find products together, It would be really cool. C'est peu dire qu'on est dans un monde qui change dans la méthode de la production, de la distribution. On est deux métiers qui doivent entièrement se retravailler leur manière de faire, y compris avec une évolution du système réglementaire dans notre pays, mais de manière assez intéressante. Les médias globaux nous font repenser notre système local et que c'est une formidable opportunité pour les créateurs français de se faire connaître à l'international, de travailler avec des coproductions à l'international. Et puis, comme l'a dit Christophe, plus que jamais, le contenu, content is key, comme on dit, le contenu c'est essentiel, les créateurs sont essentiels et nous, on est là pour les aider. Merci à vous quatre. Merci à vous de... Merci beaucoup. Et donc, comme je l'indiquais à l'instant, donc victime de la grève de la SNCF ou de ses dommages collatéraux, on reprendra vers 11h05 ou 11h10 en fonction de l'arrivée des deux derniers intervenants. Merci.